Bonjour, vous allez voir des slides très beaux, voilà, ça s'est coupé. Donc nous, on est Alexandre Lutti de Lattre, moi-même et Thomas Tristram, pour voilà. moi. Donc proto sur Internet. Exactement. Et voilà. Et donc on fait partie de la structure Gamers Origin, donc qui est la petite quatrième roue des structures aujourd'hui de l'e-sport qui grandit de plus en plus avec des équipes e-sportives et également un média. Donc nous, on existe surtout à la base parce qu'on est des streamers. Et donc en fait, on va voir qu'au fur et à mesure, notre métier s'est développé en tant que streamer, youtubeur et animateur. Donc on va essayer un petit peu de vous expliquer les trois métiers qui sont en fait très liés et qui font juste partie intégrante de notre vie aujourd'hui. Alors, on va faire évidemment comme en fait Proto est venu à la dernière minute. Moi, j'ai un slide pour mon parcours. Mais j'ai pas de slide pour le parcours de Proto, donc j'ai mis une très belle photo. Il va vous expliquer comment il en est arrivé là. Moi, c'était pas exactement prévu. J'ai su aujourd'hui à 14h que je débarquais. Mais il est très bon, vous allez voir, il est très bon. Il sait très bien expliquer ce qu'il fait. Alors le truc c'est que bon, moi c'était un petit peu différent de Luffy pour ce qui est de mon parcours, parce que j'ai pas vraiment fait d'études. J'ai arrêté très tôt. En fait, j'ai d'ailleurs pas trop eu besoin de convaincre mes parents, parce que j'ai commencé à vivre seul vers 16 ans. Donc du coup j'ai commencé à m'investir tout de suite sur League of Legends. J'ai essayé de devenir pro et tout, donc du coup j'ai cherché une structure, des joueurs qui étaient aussi motivés que moi, etc. Mais c'était beaucoup plus difficile parce que c'est un jeu d'équipe, donc il faut trouver 5 personnes aussi motivées, aussi disponibles, et puis avec les mêmes capacités surtout. Et donc du coup j'ai passé 3 ans à m'investir beaucoup là-dessus en même temps que je travaillais un petit peu. Et finalement ça n'a pas bien marché parce que je pouvais pas m'investir assez, j'étais pas assez bon pour ça. Et Hearthstone est sorti. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer tout de suite à la sortie du jeu sur une scène qui n'était pas du tout installée. Et donc j'ai pu gagner quelques tournois comme ça. C'est comme ça que j'ai été découvert. Et qu'il y a des gens qui ont voulu que je commence à stream. Parce qu'au début, moi, j'en avais pas trop l'idée. Mais il y a des gens qui étaient intéressés. Donc voilà, par le fait d'apprendre comment je réfléchissais, comment je joue, quelle est ma réflexion globalement derrière le jeu. Donc au fur et à mesure, je me suis mis à faire ça très régulièrement, à faire des petites émissions un peu rigolotes où j'essaye d'apprendre aux gens à jouer et puis où j'essaye d'être marrant, des fois. Ça marche bien, hein. Donc du coup moi pour mon parcours c'est un petit peu plus j'ai fait un truc genre mon CV. Alors moi j'ai fait une école de communication, ça se voit pas au slide, vous inquiétez pas. Donc du coup j'ai un master 1 et un master 2 et en fait pour la petite anecdote j'ai rencontré Protozoa ici même à 42 il y a un peu plus d'1 an et demi et c'est à partir de là que j'ai réussi à rentrer dans le milieu de l'e-sport. Donc moi je viens vraiment d'un circuit un peu plus classique. J'étais un grand fan de présentation, de théâtre d'improvisation, j'ai fait ça pendant quelques années et j'étais fan aussi d'e-sport. Donc j'étais depuis que j'étais tout petit j'avais un ordi dans ma chambre et j'ai appris très vite à jouer avec des potes en ligne. Donc on fait un petit point voilà, sur les jeux qui ont bercé notre enfance. Et moi c'est vraiment ces jeux-là en ligne sur lesquels j'ai commencé. Donc Proto a d'autres jeux évidemment, mais j'ai commencé en fait sur Dofus, c'est le tout premier jeu en ligne auquel j'ai joué. J'avais 13 ans, j'arrive et je vois un mec, je lui parle et tout, il me dit j'ai 21 ans. Je fais quoi, t'as 21 ans, tu joues encore à Dofus? J'ai relancé le jeu hier, j'en ai 23. Et moi, donc, c'est plus ou moins les mêmes, sauf qu'on remplace Call of Duty par Magic. Du coup. Ah ouais, donc on a à peu près les mêmes jeux. Donc après, moi, je suis passé sur Call of Duty qui était à l'époque en pro mode. Donc c'était le mode compétitif de Call of Duty qui ressemblait un petit peu à Counter-Strike. Donc Code 4 pour les intimes. Ensuite, League of Legends. Là, il y a vous connaissez comment on appelle ça, la fuite des cerveaux. Il y a la fuite de tous les jeux du monde entier pour League of Legends à un moment. Donc c'est à ce moment-là qu'on a tous switché. Et ensuite, Hearthstone et Overwatch qui sont aujourd'hui les jeux sur lesquels je suis le plus impliqué. Donc voilà. Alors on va vous parler d'abord du métier de streamer qui est un tout nouveau métier. Donc c'est moi j'ai du coup en rencontrant Protozoa ici la première fois je lui ai demandé est-ce que je pourrais venir streamer un jour chez toi. Donc il m'a invité. Faut savoir que nous c'est ce pourquoi on est payé quasiment aujourd'hui principalement. Donc en fait on va jouer devant des gens. On peut communiquer avec eux en live, ils peuvent communiquer avec nous et on va juste essayer de faire passer les bons moments qu'on passe ou alors les moments pédagogiques qu'on passe en leur expliquant ce qui se passe. Donc c'est ça notre métier principal aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc on fait partie d'une équipe, ça c'est très important, ça ressemble beaucoup à ce qu'on peut connaître des premières web TV, des radios, de ce genre de choses. Donc là vous avez le beau faciès de la majorité des gens de Gamers Origin sur Hearthstone. Des têtes assez sympathiques. C'est pas les pires photos. Hein. et donc il faut vraiment aussi voir que il y a deux types de choses. En règle générale, il y a les streamers solo, ce qu'on appelle les indépendants. Et puis ensuite, il y a une partie très typique français. Enfin, vraiment en France, c'est quelque chose de très. Mais c'est quelque chose qui se fait pas du tout à l'international. Ouais, c'est le fait d'avoir une web TV. Voilà, c'est ça. D'avoir une équipe ensemble qui va streamer. Donc du coup, ça fait plein d'individus, de personnalités. Nous, on a une télé Hearthstone du coup qui tourne 24 heures sur 24. Voilà, si vous allumez votre téléphone ou votre ordinateur à n'importe quelle heure de la journée, il y a quelqu'un, l'un de nos streamers, qui est en live pour partager du contenu Hearthstone. Pour faire un petit point juste sur Hearthstone aussi, pourquoi c'est aussi bien à streamer, c'est parce que ça a vraiment un côté radio libre. Ça a un côté qui est, contrairement à d'autres jeux vidéo, qui sont
Street Fighter typiquement, League of Legends, qui sont très actifs. Counter-Strike, n'importe quoi comme ça, c'est beaucoup plus facile sur Hearthstone simplement de pouvoir prendre le temps de lire son chat, de discuter avec les gens entre les tours de jeu. Pas comme sur Counter-Strike où juste on n'a pas vu un truc, instantanément on perd la partie, quoi. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des jeux comme Counter-Strike, Overwatch qui sont beaucoup suivis en compétition parce qu'on s'intéresse à voir comment ça se passe, mais c'est aussi pour ça que Hearthstone marche extrêmement bien en stream quotidien, et c'est pour ça que nous, toute notre société s'est basée sur ce stream 24/24, parce qu'il faut bien savoir que Hearthstone, du coup c'est un jeu qu'on appelle un side game, c'est-à-dire que vous pouvez jouer à Hearthstone, enfin la plupart d'entre nous on a commencé à jouer à Hearthstone en attendant une game de League of Legends. C'était vraiment un petit jeu qu'on pouvait caler à n'importe quel moment, et donc la grande force du jeu c'est que les gens peuvent jouer et vous regarder jouer en même temps, ce qui n'est pas le cas de la majorité des jeux. C'est très dur de faire du football et de regarder quelqu'un faire du football. Ouais, c'était aussi accessoirement son format, donc des parties potentiellement très courtes, quoi. C'est exactement ça. C'est une très bonne image. Donc du coup voilà, là c'est la possibilité de vous jouer aux échecs et vous regardez quelqu'un qui joue aux échecs, c'est la même chose mais avec un nouveau jeu de cartes qui s'appelle Hearthstone. Ensuite, la deuxième partie de notre métier, et qui est sans doute celle sur laquelle on va avoir le plus d'audience, c'est YouTuber. Et on a un superbe YouTube, abonnez-vous, au nom de Proto et Lutti, du coup, qui est basé sur Hearthstone. Donc aujourd'hui, on est la 3e chaîne Hearthstone en France, donc il faut voir un petit peu l'audience globale de YouTube, la réduire à Hearthstone, la réduire à la France, et puis ensuite voici notre audience du coup qu'on peut toucher. Donc on a repris le YouTube il y a 1 an à peu près en duo du coup. C'est un truc comme ça, ouais. On a repris le YouTube il y a 1 an, qui était à la base le YouTube général de Gamers Origin, sur lequel tous les streamers de Gamers Origin postaient régulièrement des vidéos. Au final, on l'a repris juste tous les deux. On était à quelque chose comme 30 000 abonnés, je crois. On s'est rendu compte aussi, et c'est pour ça que les multigaming, enfin les structures comme les nôtres, les web TV ont de plus en plus peur, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, exactement comme dans le milieu politique, on va aimer voter ou s'abonner pour une personnalité et pas pour une entreprise. C'est-à-dire que faire s'abonner les gens à Gamers Origin, c'était beaucoup plus dur. Faire s'abonner les gens à Proto Lutti, c'était plus facile. Il y a beaucoup plus d'empathie. On vote tous pour un homme politique et pas pour l'UMP ou les Républicains, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment sur YouTube aujourd'hui sur une pratique où on se rend pas compte de tout ce qu'il y a derrière le youtubeur, qu'il y a beaucoup de monde, mais on va s'abonner pour une personnalité. Donc c'est grâce à cette stratégie qu'on est arrivé à 11 millions de vues en cumulé, 45 000 abonnés et environ 850 000 vues par mois en faisant des vidéos quasiment quotidiennement. Donc c'est tout petit, mais c'est aussi énorme. Donc c'est très compliqué de juger réellement dans le milieu dans lequel on vit aujourd'hui. On se rend compte que c'est des chiffres qui sont immenses, qu'on n'aurait pas imaginé dans les années... Mais qui en soi veulent pas dire grand-chose. Voilà, c'est ça, qui en soi sont aussi petits. Voilà. Donc c'est assez fou. Donc moi j'ai eu l'occasion du coup d'être aussi monteur. J'ai fait 57 Best of Gamers Origin que vous pouvez voir un petit peu partout. Ça c'est les vidéos les plus vues de notre chaîne du coup. 10 Best of Fail et du coup on a fait une vidéo par jour pendant quasiment 1 an. Alors, on va parler vite fait de la collaboration que j'ai eue avec Mamie Twink. Mamie Twink, c'est un YouTuber qui a lui 400 000 abonnés. Et donc, du coup, il y a des petits bullet points. C'est très très moche. Mais je pense que ce slide, c'est le plus intéressant de tout ce que j'ai écrit. C'est, à mon avis, ce qu'il faut aujourd'hui pour être YouTuber. Et comment faire, en fait, pour exister en tant que YouTuber aujourd'hui. Je parle vraiment des jeux vidéo, là, pour le coup. Je parle pas des YouTubers humour. Je parle vraiment des jeux vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec ces bullet points que tu n'as pas encore lus ? Alors... Pour le moment, oui, mais cela dit, je pense que ça marche relativement bien aussi pour les gens qui font pas que du jeu vidéo. Globalement, pour évoluer sur YouTube, ça semble des conseils assez cohérents. Donc voilà, moi c'est surtout ça en fait, la partie numéro 1, beaucoup de veille. En fait, depuis que je suis tout petit, je regarde YouTube. J'en ai profité pour faire tous mes exposés, mes rapports de stage, tout ce que j'ai fait en école de communication, ça concernait souvent YouTube et l'e-sport et les jeux vidéo. Donc du coup, j'avais une grosse connaissance globale qui m'a un peu aidé. Au final, on apprend quand même beaucoup sur le tas. Et puis après, voilà, c'est de profiter des opportunités. Ça, vous l'avez vu aujourd'hui dans les tendances sur YouTube. Dès qu'il y a une actualité qui pop, forcément, on peut essayer de graber, en fait, à chaque fois qu'il y a une grosse actu, on peut essayer de graber une nouvelle audience. Évidemment, les rencontres entre autres YouTubeurs et les collaborations, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui va vous permettre juste de sympathiser avec ces gens-là, c'est des passionnés et ça va créer un écosystème autour de vous-même pour vous faire connaître. Et puis après, c'est se tenter de se différencier en faisant des choses différentes des autres gens. Parce que si vous arrivez, vous faites comme tout le monde, que vous connaissez personne, vous n'y arriverez jamais. Oui, surtout accessoirement, continuer de faire ce qui nous plaît, surtout, parce que sinon ça se voit que ça ne nous plaît pas et c'est jamais du bon contenu. Du coup, accessoirement, Lucie maintenant se met plutôt sur Overwatch et moi aussi, j'arrête un petit peu Hearthstone pour Cross Maga, un autre jeu de cartes. Il faut vraiment en tout cas que la passion reste au centre de tout parce que les gens ils le voient et si vous êtes plus motivé quand vous faites des vidéos, ça se voit et ça descendra. Alors ça c'est un slide moche pour vous dire que, et oui, nous devons nous occuper de nos réseaux sociaux parce que c'est notre seul moyen de communication aujourd'hui. On a 2 types de médias audiovisuels, le stream, diversifier nos médias, c'est hyper important, justement, passer par tous les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. On n'est pas très bon en plus, mais on le sait. Moi j'ai fait 5 ans d'études de communication et j'ai l'impression de m'être mieux occupé des marques que j'arrive à m'occuper de moi, c'est un peu triste. Mais voilà, c'est le plus important. Enfin, en tout cas, c'est notre seul moyen de communication aujourd'hui. Donc c'est celui sur lequel il faut se diversifier le plus possible et être le plus souvent présent. Et cela dit, Gamers Origin nous aide beaucoup pour ça. C'est aussi un des gros intérêts d'avoir une équipe.
Alors, et on est aussi du coup des animateurs. Là, c'est différents exemples, mais bah voilà, on a la chance d'avoir un petit peu de visibilité sur Internet, de pouvoir faire des événements comme celui-ci, mais surtout des événements sur lesquels on va animer des grandes scènes, animer des plus petites scènes, faire des animations pour les éditeurs, faire des animations pour des Meltdowns, ce genre de choses. Donc là, on revient à peine du Montpellier Sport Show qu'on a animé sur différents jeux respectivement. On a fait l'Hearthstone Festival l'année dernière, la Paris Games Week ces 2 dernières années, donc cette année et l'année d'avant. On va Made in Asia à la fin de la semaine. Le week-end prochain. Et on a fait plein d'ouvertures de Meldon et autres animations Meldon que Yann Cédric, qui est juste ici, a quand même fondé aussi. Donc voilà, je crois qu'après on dit merci et c'est maintenant si vous avez la moindre question. Première question, c'est que en tant que streamer sur Gamer Origin, est-ce que vous n'avez pas l'impression de... Justement, vous avez parlé du fait qu'il y a beaucoup de structures en France et très peu à l'étranger. Et vous n'avez pas l'impression qu'il y a pas mal de personnes en fait, qui commencent dans une structure pour se démarquer et sortir de la structure. Et justement, le fait que Canal rachète beaucoup de joueurs, est-ce que justement, c'est pas la fin de ces structures, de fait qu'on mettra plus en avance une personnalité plutôt qu'une structure en particulier? C'est la grande peur aujourd'hui. C'est un problème que tu évoques qui est un problème qui est minime et qui est encore plus grand aujourd'hui. C'est au niveau des marques en règle générale. C'est-à-dire qu'on se rend compte, comme je l'ai dit à un moment, que les individus prennent le dessus et qu'au final, on va aller aimer quelqu'un et on va plus aimer une marque, on va plus aimer un produit, on va aimer la personnalité. Donc aujourd'hui les structures sont évidemment pour la plupart comme Domingo, comme Zerator, on peut en citer beaucoup dans ce milieu-là qui sont venus grab de la notoriété grâce du coup à la structure et qui ensuite peuvent s'en aller en indépendant. Et en plus s'en aller en indépendant, ça veut aussi dire souvent avoir un espèce de renouvellement d'air frais, ça aide beaucoup. On l'a vu avec l'Arma Team, je sais pas si vous avez entendu parler. Eux ils étaient chez Millennium, ils sont partis de chez Millennium pour recréer une structure indépendante, ça reste une structure quand même, mais ils ont eu du coup une espèce d'effet de gros buzz parce que voilà, c'est ce côté franchouillard. On aime beaucoup se dire il était en CDI bloqué dans son truc et il a pris ses balls, il est parti faire son truc tout seul, et donc du coup on va mettre vraiment en avant ce côté indépendant. Est-ce que c'est la fin des structures pour autant? Je suis pas sûr sur tout ce qui est compétitif. Par contre sur tout ce qui est média, c'est sûr que ce soit dans les grandes marques ou que ce soit dans le milieu de l'e-sport, les personnalités sont en train de prendre le devant, clairement. Et les images de marque, tout ce qu'on connaît depuis tout le temps dans la communication est en train de dégringoler à cause de ça. Voilà. C'est global, mais c'est vraiment très... c'est un truc, on ne s'en rend pas encore tous compte, mais je sais que les grands groupes de communication, ils sont tous en train de réfléchir à voilà, quelle est la personnalité qu'il faut qu'on affecte à notre marque, parce que sinon on va se casser la gueule. C'est quelque chose qui est plus vrai donc pour les streamers que pour les joueurs e-sport en réalité. J'ai une autre question aussi du coup, et justement le fait que ça devienne ultra compétitif, tout ce qui est jeu, est-ce que vous n'avez pas peur en tant que joueur plus qu'en tant que streamer que ça sonne un petit peu le glas de tout ce qui est jeu solo style Overwatch, The Witcher et des choses comme ça en fait. Le fait que justement ça soit ultra médiatisé, que tous les prochains jeux solo qu'on a connus, justement qu'on a montré au début, que au fur et à mesure les jeunes se délaissent les jeux sur la console et vraiment que des jeux en multi sont à venir quoi. Ça dépendra surtout, j'imagine, des gros studios qui font ces jeux-là, qui vont probablement que décider, comme avec For Honor pour Ubisoft, de faire des jeux qui veulent être compétitifs et qui sont potentiellement aussi des jeux qui sont possibles à jouer en solo sur la console, tout ça comme ça. Mais peut-être effectivement qu'on verra sortir moins de jeux purement solo dans les prochaines années. Ouais. En tout cas, on voit de moins en moins de jeux qui sont soit purement solo, soit purement... Enfin, on voit de moins en moins de jeux qui sont et solo et multijoueurs, c'est vrai. On a soit l'aspect e-sport tout de suite, et on le sait que c'est compétitif, que c'est du 1 contre 1, que c'est de la compétition. Il faut savoir aussi que voilà, un League of Legends, pour les parents qui se demandent mais pourquoi mon enfant il aime tant jouer à League of Legends, à chaque fois que tu fais un kill dans League of Legends, tu tues quelqu'un à distance virtuellement, et ça te met de l'endorphine dans ton cerveau, et du coup tu es content. Et c'est exactement ça en fait, c'est cette sensation d'être un gladiateur virtuel, et c'est pour ça que Clash Royale, quand tu gagnes une partie de Clash Royale, tu es beaucoup plus content quand tu as fini ton niveau Candy Crush, parce que tu sais que tu as battu quelqu'un. Donc dans le futur, je pense que les jeux e-sport vont de plus en plus se développer, mais il restera des pépites de jeux solo qui resteront toujours, parce qu'il y aura toujours la moyenne d'âge des gens qui jouent aux jeux vidéo, c'est plus de 30 ans, et ces gens-là, ils sont encore très très habitués à leur vraie histoire dans un jeu vidéo, quoi. Voilà. Je pense que c'était ça ma réponse. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, j'avais une petite question un peu basique. Mais, oui. Donc on gagne sa vie On survit. Plutôt. Non, alors ça dépend encore à quel niveau. Quand on est au tout début, c'est moi personnellement qui ai fait des études que mes parents ont financées avec leurs sous-sous. Quand ils voient que je gagne des clopinettes entre guillemets, ils sont un peu déçus. Alors, si je peux me permettre, en vrai pour toi, c'est peut-être un peu moins dur. Pour toi, c'est dur, mais enfin, si tu veux, moi j'ai passé avant de vraiment faire quelque chose, d'en faire mon métier, j'ai passé 3 ans à essayer de percer. Donc, toi, finalement, ça a été tout d'un coup. Ouais.
Mais je pense qu'il y a très très peu de gens qui peuvent en vivre. Nous, ça va en vrai, on en vit quand même On s'en sort, acceptablement. on s'en sort. Après, on aimerait bien vivre ailleurs qu'à Paris, quoi. On Mais peut, on n'a on pas de peut choix. très très Bah, bien en en termes de- vivre, je parle mais d'argent, là. c'est difficile d'en vivre. Donc ouais, sinon Gamers Origin nous accompagne extrêmement bien et on sait que voilà, on n'est pas on roule pas sur l'or, mais après on sait aussi que c'est un milieu où on connaît des gens qui sont devenus indépendants après ou qui sont encore dans les structures et en fait c'est tellement en train d'exploser comme milieu que bah, c'est un peu un pari de dire bah là on gagne pas beaucoup, mais ça se trouve il va y avoir beaucoup plus d'argent d'ici quelques années et si on est encore là et qu'on est solide, on va pouvoir C'est un investissement. voilà, c'est ça, on va pouvoir un peu mieux vivre. Oui. Alors, bah, en fait, l'après-gamer, c'est une bonne question. Je pense que je serai gamer jusqu'à ma mort. Mais en tout cas, le vrai après-gamer, c'est que personne aujourd'hui ne sait ce qui va se passer. Et c'est ça qui est aussi très excitant. C'est qu'on est dans des corps de métier où bah, ça n'existait pas avant. Donc, nous, on est un peu la génération 2, 2,5, on va dire, des gens les plus ou moins connus. Donc, on est un peu en dessous de. On regarde un petit peu ce qui se passe devant nous, comment ça évolue. Franchement, on ne sait pas. Personne ne sait ce qui va se passer, c'est ça qui est très excitant parce que du coup on se dit c'est des nouveaux métiers, on ne sait pas comment ça va évoluer. En plus il y a les médias traditionnels, un des deux, qui vont vraiment qui vont vraiment avoir une grosse implication dans l'e-sport. On voit il y a Canal qui est là, il y a Bein qui se lance, mais même la télé et internet, on sait tellement pas ce qui va se passer qu'on est tous aux aguets et on se rend compte qu'il y a plein de gens qui vont juste buzzer sur un effet de mode et il faut juste saisir les bonnes opportunités au bon moment. Donc du coup après l'après-gamer, on deviendra conseiller pour des gens qui seront les petits gamers. L'après-gamer, ça peut potentiellement être aussi, entre autres, ce que fait Yann, par exemple, le manager. C'est une option. Il y a plein de trucs. Enfin, oui, c'est ça, clairement du suicide. Il y a plein d'options. Chez Canal aussi, c'est pas mal ça. Mais en tout cas, je pense que l'après-gamer d'un streamer, youtubeur, personnalité est beaucoup, beaucoup moins dangereux que l'après-gamer d'un vrai gamer e-sportif parce que juste un joueur pro, ouais, franchement aujourd'hui le suicide social dans l'e-sport c'est se lancer en joueur e-sport parce que c'est super dur en fait, c'est comme devenu comme un joueur de foot alors que nous on est devenus les commentateurs et en fait un commentateur de foot aura toujours plus de entre guillemets plus de facilité parce qu'il aura une carrière qui pourra être plus longue alors qu'un joueur de foot il faut qu'il devienne commentateur après tout simplement. Alors, en soi un joueur e-sport doit être le meilleur, juste un content provider doit produire du contenu. Il y en a beaucoup qui sont pas les meilleurs et qui sont très connus, voilà. On n'en fait pas partie. Non mais c'est vrai. On a vu le contenu YouTube se dégrader au fur et à mesure des années et je pense que tous les jeunes qui sont dans cette salle se rendent compte que au final voilà, ça se globalise tellement que comme à la télé, il y a de la merde quoi, tout simplement. Voilà. Merci beaucoup.